Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup de vous être installés pour qu'on discute ensemble des perspectives des métiers sous le terme assez générique de transition écologique. Mon nom est Catherine Brennan du cabinet Burdeo. Je vais vous en parler dans quelques instants. Je tenais pour commencer à remercier David de Vinci Executive Education de nous avoir invités. Je devais normalement co-présenter cette intervention avec Thierry Vincent qui malheureusement ne peut être là aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions plus particulières sur le MBA, Management de la transition énergétique, je vous invite à aller au stand qui est juste derrière après pour avoir plus d'informations. Donc, on a 3 quarts d'heure ensemble. Je ne sais pas si on va les utiliser ou non. Essayons de le rendre le plus interactif possible. N'hésitez pas à m'interrompre, parce que généralement, une fois que je commence à parler, le sujet est tellement passionnant que j'ai du mal à m'arrêter. Mais n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Et ce que je vous propose, après avoir présenté en quelques mots le cabinet que je représente, vous avoir un petit peu parlé de mon parcours, non pas parce que je suis narcissique, mais parce que parfois ça peut aussi donner des idées. Je vais essayer de vous donner un panorama de ce qu'est aujourd'hui le marché des métiers, en particulier dans ce qu'on appelle la RSE ou les métiers à impact positif. Avant de démarrer vraiment dans le vif du sujet, cette Oui, présentation, on l'a fait très là, régulièrement, on intervient très régulièrement au sein d'établissements universitaires ou d'écoles. Oui, donc je vous disais que je commençais toujours par m'assurer que les notions clés dont on va parler étaient compris de tous et de toutes. Vous m'arrêtez si c'est le cas et on passe directement au cœur du sujet. Donc, notion de développement durable, c'est bon pour chacun d'entre vous. OK. Notion de responsabilité sociale des entreprises, donc ce qu'on appelle en fait la RSE. Est-ce que c'est une notion avec laquelle vous êtes aussi familier et familière? Non. Donc c'est en fait la notion de développement durable qui est née en 1987, c'est ensuite traduit au niveau des entreprises en 1999 par cette notion de responsabilité. Alors certains vous diront sociale, d'autres sociétale, des entreprises ou des organisations. Donc vous pouvez avoir de la RSE ou de la RSO, mais c'est exactement la même chose. Et c'est vraiment au niveau de l'entreprise comment elle appréhende les impacts positifs ou négatifs d'ailleurs, qu'elle peut avoir de par ses activités sur l'environnement au sens large. Donc l'environnement, la biodiversité, le climat, mais aussi sur son territoire, sur ce qu'on appelle l'ensemble de ses parties prenantes. Parties prenantes qui sont en interne, par exemple les collaborateurs, en externe, ça va être les fournisseurs, mais ça va être aussi, par exemple, les écoles qu'elle peut avoir sur son territoire. Et en fait, elle va travailler, si vous voulez, à comprendre quelles sont ces interactions et ces impacts pour essayer de les réduire, voire d'avoir des impacts qui sont, pour le coup, positifs. En France, on a eu, avec la loi Pacte de 2019, une accélération importante avec la notion de société à mission, qui sont des entreprises qui vont plus loin en se posant la question de leur raison d'être et ensuite qui viennent inscrire dans leur statut que leur objectif n'est pas uniquement un objectif de bénéfice pour les actionnaires, mais qu'elles ont elles inscrivent dans leur statut la volonté d'avoir un impact positif de par leur activité. Et puis, ce qu'on appelle les entreprises à impact, alors ce sont des entreprises qui, de par leur ADN, leur projet d'entreprise, vont vraiment, dans la construction de leur activité et de ce qu'elles sont, vouloir avoir un impact sociétal, écologique, une gouvernance qui va être aussi partagée, éthique, et le partage de la valeur, en particulier avec les collaborateurs.
Alors, en quelques mots, pour vous parler de Burdeo. Donc, Burdeo, on est un cabinet de chasse de tête. Donc, notre métier, c'est de faire en sorte que les entreprises aient toujours en leur sein les talents dont elles ont besoin pour accompagner la transformation, la croissance, la réalisation de projets au sein de l'entreprise. Donc, on est un cabinet de chasse de tête qui a été créé il y a un peu plus de 12 ans maintenant. Et Caroline Renoux, sa fondatrice, lorsqu'elle a créé Burdeo, depuis le premier jour, son projet entrepreneurial a toujours été centré autour des métiers du développement durable. Voilà, depuis, on ne fait que ça. Depuis 12 ans et on accompagne les entreprises d'un côté, mais aussi les professionnels de ces sujets-là à grandir dans leur métier et aux entreprises de pouvoir faire grandir les équipes qu'elles ont sur ces thématiques-là. Nous sommes nous-mêmes une entreprise très engagée. On est une des premières Bicorp. Je ne sais pas si vous connaissez le mouvement Bicorp, mais nous sommes une des premières Bicorp françaises certifiée en 2015 et on en est à notre 3e recertification. Nous sommes aussi société à mission depuis 15 mois maintenant. On est aussi adhérent au Global Compact qui est une émanation des Nations Unies sur ces thématiques-là. Et l'ensemble des collaborateurs de Burdeo, nous sommes une quinzaine maintenant, vient soit d'une formation RSE ou d'une reformation à un moment donné sur ces thématiques-là. Donc, l'ensemble de l'équipe est aussi très engagé. Donc, chasseur de tête d'un côté, une deuxième activité qui est plutôt tournée vers des experts. Donc, on a une communauté d'experts qui sont réunis dans notre offre qui s'appelle People for Impact et qui sont des indépendants sur les thématiques que nous portons et qui viennent faire des missions plus ou moins longues pour le compte de nos clients. Et la troisième activité est plus une activité de conseil RH RSE où on va aider les entreprises à, par exemple, comprendre comment structurer leur équipe. On fait une étude salaire plus ou moins tous les ans et on vient aussi apporter ces éléments-là au sein des entreprises et on peut aussi les aider à l'identification en interne de talents qui voudraient par appétence, par envie, monter sur ces thématiques-là. Alors, ça, je vais passer. Et on travaille, alors notre cabinet travaille vraiment sur tous les métiers que l'on appelle donc les métiers du développement durable de la RSE, que ce soit des métiers extrêmement transverses ou que ce soit des métiers beaucoup plus spécifiques avec des compétences beaucoup plus spécifiques sur des sujets spécifiques, mais on va y revenir. Et on travaille pour tout type d'organisation pour la simple et bonne raison, j'ai envie de vous dire que notre compétence, notre cœur de métier, elle est autour du métier. Hein, on n'a pas une compétence secteur. On n'est pas spécialiste de la pharma, de la banque ou de la distribution. Nous, notre compétence, notre spécialité, elle est autour du métier, ce qui nous permet de travailler pour l'ensemble des acteurs, que ce soit de très grandes entreprises ou de petites entreprises, du secteur de la finance ou pas, et aussi d'un certain nombre de cabinets de conseil. Donc ça, c'est People for Impact dont je vous ai parlé. Alors, avant de rentrer éventuellement dans un peu plus finement sur ces métiers, leurs évolutions et ce qu'on peut éventuellement anticiper dans les années qui viennent, je vais m'arrêter 30 secondes sur mon parcours. Moi, j'ai rejoint Burdeo il y a 4 ans maintenant. Je suis aujourd'hui la directrice des opérations pour le cabinet. Mais ma première partie de carrière n'a absolument rien à voir ni avec le développement durable, ni avec les ressources humaines. J'ai commencé ma carrière à Dublin, il y a quelques années maintenant, dans ce qu'on appellerait aujourd'hui une start-up californienne, qui avait pour mission à l'époque de gérer les mises à jour de logiciels des grands éditeurs de logiciels. Alors, une époque que certains n'ont pas connue, où on avait des disquettes. Hein, donc Internet n'existait pas, donc quand on achetait un logiciel, on avait des disquettes qu'on mettait dans l'ordinateur et puis quand il fallait mettre à jour, en fait c'était tout un processus où il fallait renvoyer ces disquettes. Enfin bon, et cette entreprise s'était spécialisée sur la logistique et le traitement
de ces mises à jour. Je suis ensuite rentrée en France et là, je suis rentrée dans une entreprise qui n'existe plus non plus, qui s'appelait Palm, qui était en fait l'entreprise en amont de ce qu'on connaît aujourd'hui avec nos smartphones, qui est donc une entreprise qui fabriquait les premiers PDA, Personal Digital Organizer, en fait, qu'on avait et qui nous permettait voilà, d'avoir nos adresses, nos rendez-vous, et qui a sorti le premier smartphone sur le sujet qui s'appelait Treo. Et là, j'étais plutôt sur des métiers de relations clients, parce que mon rôle était de gérer l'ensemble des centres d'appel sur l'Europe, donc j'étais très B2C. Et puis ensuite, j'ai pris une business unit de vente en ligne, donc le premier site e-commerce pan-européen où on vendait l'ensemble de nos produits sur l'ensemble de la région qu'on pouvait couvrir. Et durant cette expérience, j'ai été confrontée à deux choses. À une directive qui s'appelle la directive ROHS, qui est sortie en 2004 et qui imposait aux entreprises de devoir retirer des appareils électroniques, en particulier les substances dangereuses. Et mes chers collègues américains n'avaient absolument pas cette directive dans leur radar et je me suis retrouvée pendant 6 mois à ne pas pouvoir vendre mon produit phare sur la moitié des pays que je couvrais parce que le produit n'était plus compatible et que la nouvelle version était en retard. Ça m'a un petit peu interrogée. Puis juste avant de partir, j'ai été confrontée. J'ai dû mettre en place les D3E, vous savez, cette petite contribution qu'on paye tous maintenant quand on achète un produit. Et je me suis dit, tiens, ça fait un deuxième sujet qui va dans ce sens-là. Qu'est-ce qui se passe Et à ce moment-là, pour des raisons personnelles, je me suis arrêtée de travailler à l'arrivée de ma fille, qui était mon 3e enfant. Et j'ai décidé de prendre un congé parental et de repartir sur les bancs de l'université. J'avais toujours voulu, ma formation était une formation Bac+2 Tech de Co que j'ai eu il y a fort longtemps et j'avais toujours voulu faire du droit, mais pour des raisons X ou Y, je ne l'avais pas fait. Donc je me suis dit, tiens, je vais aller faire ça pendant mon congé parental. Donc, je me suis inscrite à la Sorbonne. À l'époque, et ça existe toujours, il y avait la possibilité de le faire en distanciel. Donc, ils étaient quand même en avance de phase sur ce sujet-là. Et donc, j'ai commencé ma reconversion. L'entreprise pour laquelle je travaillais a disparu entre-temps. Donc, après, j'avais le champ libre, entre guillemets, pour continuer cette formation. Donc, j'ai fait un M1 en droit public et ensuite, je suis allée faire, alors en présentiel cette fois-ci, un M2 à la Sorbonne en droit et sciences politiques de l'environnement que j'ai obtenu il y a 10 ans maintenant. Je me suis passionnée pour les négociations climatiques et ensuite, je me suis passionnée pour les déchets. J'avais un intérêt certain pour l'économie circulaire et ce qu'on appelle aussi l'économie de la fonctionnalité, où l'idée, c'est de se focaliser sur l'usage d'un produit et non pas sur sa possession. Mais c'était un petit peu compliqué. Une reconversion, c'est pas simple. On est très souvent ramené à ce qu'on sait faire auparavant et je vais être honnête avec vous, ça a été très très compliqué. Donc, j'ai décidé de m'investir dans une association d'égalité femmes-hommes qui s'appelle PWN. Et puis ensuite, j'ai eu l'opportunité aussi de venir apporter mes connaissances dans un certain nombre d'établissements et en particulier à l'EMLV, qui est donc l'école de commerce du pôle Léonard de Vinci. Et donc, j'ai fait ça pendant quelques années, tout en m'occupant de mes enfants. J'en ai 4 en tout. Et dans le cadre du réseau de femmes dans lequel j'étais et je suis toujours, j'ai rencontré Caroline Renoux, fondatrice de Burdeo. Et ça, c'est une autre chose aussi à laquelle je suis absolument convaincue, c'est la puissance du réseau et comment ça peut permettre de rencontrer et de pouvoir ensuite aboutir à d'autres projets professionnels. Donc, j'ai rejoint Burdeo en 2019. J'avais 51 ans, en fait, et j'ai appris un nouveau métier, qui était celui de chasseur de tête que je n'avais jamais fait dans ma vie. Et l'entreprise grandissant, ensuite, Caroline a décidé de structurer l'entreprise et j'ai repris une fonction avec laquelle
j'étais un petit peu plus habituée, qui était celle de direction des opérations. Mais je prends toujours le temps de raconter mon histoire, encore une fois, pas par rapport à moi, mais pour dire que on n'a jamais fini d'apprendre, moi, ça m'a donné une deuxième jeunesse, ça c'est clair. Et que voilà, on peut changer de métier et on peut changer de secteur, quel que soit son âge. Je veux dire, rien n'est jamais déterminé d'avance et rien n'est jamais fini non plus, et qu'on peut avoir la possibilité de faire ces bifurcations qui peuvent nous amener sur des chemins parfois auxquels on n'avait absolument pas pensé. Et je recommande très souvent d'ailleurs de ne pas trop, enfin pas trop. Bien évidemment, on peut essayer au mieux d'avoir un projet professionnel devant soi, mais parfois il faut aussi laisser la chance à des rencontres qui peuvent nous amener là où on n'avait pas prévu d'aller au départ. Mais bon, ça c'était pour la petite histoire. Alors maintenant, je vais essayer parce que ce qui vous intéresse, j'imagine, mais peut-être que vous allez me le dire, c'est de comprendre quels sont ces métiers dont on parle dans ce secteur-là. Est-ce que c'est ça, ou est-ce que vous avez peut-être d'autres questions? D'ailleurs, ça serait intéressant si vous avez d'autres questions précises pour voir comment je peux intégrer mes réponses dans ma présentation. Est-ce qu'il y a des choses en particulier que vous aimeriez savoir? Non, pas particulièrement. D'accord, ok, bien sûr. Ok, autre chose éventuellement? Non? Alors, euh, bien évidemment, on est sur des métiers qui sont encore des métiers très récents, qui sont encore des métiers qui ne sont absolument pas finis d'être structurés, qui ne sont pas totalement normés et qui vont continuer d'évoluer. Si on refait un petit peu un état des lieux du marché, les entreprises pionnières sur ces sujets-là ont démarré dans les années 90. Vous avez de très grandes entreprises qui ont des fonctions de développement durable, des départements de développement durable qui datent de ce moment-là. On peut dire qu'en France, le fait que la COP 21 ait eu lieu en 2015 en France a permis une forme de vulgarisation de ces thématiques-là. Et la presse a commencé à s'emparer de ces concepts et à diffuser, à expliquer de quoi il s'agissait. Et on a vu, à partir de 2015, effectivement, des postes qui commençaient à se créer avec un nombre un petit peu plus important. Caroline dit toujours qu'en 2019, elle pose 2019 comme étant l'année de la bascule, parce que 2019, c'est l'année, je ne sais pas si vous vous rappelez, des grands incendies en Australie, qui là aussi ont fait la une de tous les journaux, et on a vraiment commencé à avoir cette prise de conscience, le fait que ça rentre par le biais des médias de manière quotidienne en fait dans notre vie. 2020, crise sanitaire, on aurait pu se dire oh mon Dieu, ça y est, tout s'arrête. Et si vous vous rappelez, c'était quand même une des thématiques, hein, dans quel monde on allait vivre après, ce monde nouveau qu'on appelait de nos voeux. Et je pense que durant cette période, il y a eu quand même, pour nombre de chefs d'entreprise, des réflexions qui ont eu lieu sur quel est le modèle que je vais pouvoir mettre en œuvre pour que ce soit vraiment un modèle durable et un modèle pérenne. Et nous, l'année 2020, par exemple, pour notre cabinet et nos métiers, a été une très bonne année parce qu'on a vu, les projets ne se sont pas arrêtés malgré la crise sanitaire et, j'allais dire, se sont amplifiés dès la sortie de la crise sanitaire. J'ai un petit problème de... Donc voilà, donc c'est ce que je vous disais, 2020-2021 et vraiment les projets de recrutement, de structuration d'équipes se sont faits de plus en plus nombreux. Et là, on vient de basculer dans quelque chose qui est un petit peu différent parce que on a toujours une volonté assez importante des entreprises de créer des postes, et je vais vous expliquer dans un instant la manière dont je classe les entreprises et vous allez comprendre pourquoi il y a une petite tension sur le marché. Mais on est en fait dans une période un petit peu compliquée où on a un nombre un nombre d'entreprises croissantes qui veulent créer des postes, mais on a un vivier de candidats potentiels qui ne correspond pas en termes de volume et en termes d'expérience à l'attente des entreprises. Alors,
je vais le faire sur cette slide-là, même si c'est pas exactement ce que cette slide dit, mais je voudrais vous expliquer comment moi je classe les entreprises quand on parle de ces sujets-là. Vous avez les très grandes entreprises, donc celles du CAC 40, en particulier et du SBF 120, qui ont créé, pour certaines d'entre elles, il y a déjà 15 ans maintenant, des départements de développement durable. Au sein de ces départements de développement durable, vous avez alors ce qu'on appelle aujourd'hui un Chief Sustainability Officer, un Corporate Sustainability Officer, un Chief Impact Officer, ou un directeur du développement durable, ou un directeur RSE, directrice RSE, ça dépend, qui va avoir un rôle vraiment stratégique et très transverse, et qui, dans son équipe, va avoir des collaborateurs, des collaboratrices qui seront de plus en plus spécialisés sur des sujets spécifiques. Et ce qu'on appelle les sujets spécifiques aujourd'hui dans les entreprises, c'est le sujet du carbone. Il y a 2 sujets qui gardent les entreprises éveillées la nuit actuellement. Un, c'est le carbone, parce que elles ont pris des engagements publics et que il faut maintenant mettre en œuvre ces stratégies de net zéro qui ont été annoncées. Donc le carbone. L'autre sujet qui les préoccupe énormément, c'est ce qu'on appelle le reporting extra-financier, avec une législation européenne qui entre en vigueur entre 2023 et qui va se prolonger jusqu'en 2027-2028 pour couvrir un certain nombre d'entreprises. Et le reporting extra-financier, c'est comment je mesure, je calcule et je vais publiquement dire combien de tonnes de CO2 j'émets, quel est mon ratio égalité femmes-hommes, enfin tout un certain nombre de données qui sont collectées dans l'entreprise et qui sont ensuite reportées année après année, comme on fait un rapport financier. Donc ça, c'est 2 sujets qui sont en forte demande de compétences actuellement, mais on a aussi des sujets comme la biodiversité, l'économie circulaire, l'analyse de cycle de vie des produits, tout ce qui est sourcing, c'est-à-dire comment je vais chercher, où est-ce que je vais chercher mes produits, mes matières premières, des sujets autour des matières alternatives. Il y a beaucoup de questions. Le sujet du plastique est très prégnant actuellement. Hein. Comment je fais pour retirer le plastique? Et donc des entreprises qui créent des postes spécifiquement avec des ingénieurs matériaux qui vont aller chercher des alternatives à ce qui est utilisé aujourd'hui. Vous avez aussi des postes spécifiques sur la partie plutôt sociale, avec des questions de diversité, inclusion, handicap, égalité femmes-hommes, enfin tout ce qui rentre dans cette partie-là, et des postes aussi sur la partie sociétale, qui est donc le 3e pilier du développement durable, sur ce qu'on appelle l'interaction avec les parties prenantes. Et dans certaines entreprises, vous avez par exemple des personnes dont le métier est d'être ce qu'on appelle en anglais un stakeholder officer, et qui est en charge des relations avec les parties prenantes. Donc, encore une fois, les parties prenantes, elles sont soit internes, soit externes, et elles peuvent regrouper, par exemple, les associations, les grosses ONG, elles peuvent regrouper les investisseurs, qu'est-ce que ça peut être d'autre, les fournisseurs, enfin bon, on a des postes maintenant spécifiquement sur cet aspect-là. Et puis, à côté, parfois de cette équipe RSE, qui, dans certains cas, sans donner de nom précis, mais il y a des entreprises qui ont des équipes développement durable où il y a jusqu'à 60 personnes. Hein, donc, ça commence à être conséquent. Et je vous ai pas parlé alors d'économie circulaire, d'économie de la fonctionnalité, mais aussi tout ce qui est packaging, par exemple. Hein, c'est un vrai sujet qui préoccupe les entreprises. Et je vous ai pas parlé non plus éventuellement de celles qui ont des problématiques d'énergie. Alors la sobriété énergétique, la thématique de ces derniers mois a aussi
augmenter, si vous voulez, cet aspect-là. Mais il y a toute une série de sujets autour du bâtiment, autour de l'énergie, euh, qui font partie aussi de ces thématiques-là. Et à côté, vous allez avoir de plus en plus de postes que nous, on qualifie de postes à double casquette. Parce qu'en fait, ce qui est en train de se passer dans un certain nombre d'entreprises qui ont un niveau de maturité assez élevé, c'est que au-delà de cette équipe, qui reste une équipe très spécialisée, bien qu'elle travaille avec les autres départements de l'entreprise, vous avez des entreprises qui maintenant se disent que pour que la durabilité au sein de l'entreprise soit vraiment prise en compte par tous, il faut qu'elle s'infiltre dans tous les métiers de l'entreprise. Donc, on commence à voir des responsables, des managers logistiques durables, des managers numériques responsables, des experts de la communication responsables. Où en fait, là, on s'appuie sur le socle métier. Et c'est toujours très intéressant. J'aime beaucoup expliquer cet aspect-là, surtout aux personnes qui ont déjà une première partie de carrière derrière elles. C'est-à-dire que vous vous appuyez sur votre socle métier et vous allez venir ajouter cette compréhension des enjeux de durabilité pour pouvoir les intégrer dans votre métier. Et là, on voit maintenant ces postes, nous on les appelle comme ça, des postes à double casquette, qui se développent au sein des organisations. Alors ça, ce sont les grandes entreprises. Et puis après, vous avez des entreprises de taille moyenne, des ETI, des grosses PME, qui font certainement, pour beaucoup d'entre elles, du développement durable depuis longtemps, sauf qu'elles ne l'appelaient pas comme ça, mais qui aujourd'hui sont dans une situation où elles ont besoin d'incarner cette fonction. Elles ont besoin de l'incarner vis-à-vis, encore une fois, de leurs parties prenantes internes. Hein. Leurs collaborateurs ont aussi des envies, mais surtout vis-à-vis parfois de leur actionnariat, de leurs partenaires financiers, de leurs donneurs d'ordre et de leurs fournisseurs éventuellement. Et donc, ces ETI sont aussi dans la création de postes de responsables RSE assez transverses qui vont venir aider l'entreprise à structurer une stratégie RSE, une démarche RSE qui va ensuite être déployée. Vous avez ensuite, et je les mets un petit peu à part, tout le secteur de la finance qui lui aussi est en train de se transformer de par non seulement les produits qu'ils vont pouvoir proposer à leurs consommateurs, que ce soit leurs consommateurs ou leurs clients entreprises et leurs clients citoyens tels que nous, mais qui sont eux aussi confrontés à devoir mesurer de plus en plus les entreprises qu'ils ont en portefeuille sur ces éléments-là et sur des éléments qu'on qualifie d'éléments ESG, donc environnement, social et gouvernance. Donc il y a aussi beaucoup de postes qui sont créés dans ce secteur financier, donc non seulement auprès de très grandes banques, bien évidemment, d'institutions financières ou assurantielles, mais aussi beaucoup dans des fonds de private equity, hein, ces fonds qui investissent et qui, en plus avec la législation, la CSRD, vont aussi être eux confrontés à un double reporting, le leur, mais aussi l'intégration du reporting de leur prise de participation dans le reporting global. Et puis vous avez aussi toute la partie conseil, parce qu'il existe un certain nombre de cabinets de conseil. Alors, que ce soit les grands cabinets de conseil, les Big Four, qui ont, eux, des practices, sustainability, pour chacun d'entre eux, et puis un certain nombre de cabinets de conseil qui sont beaucoup plus spécialisés sur certaines thématiques très précises. Je pense par exemple à un cabinet qui s'appelle South Pole, qui est suisse et qui est vraiment spécialisé sur les questions du carbone. Et puis, vous avez des cabinets en RSE qui sont ce qu'on appelle des pure players, des enjeux et des hommes ou Utopie, qui sont des cabinets qui, depuis le début aussi, travaillent exclusivement sur ces sujets-là. Donc, les cabinets de conseil qui sont en pleine expansion eux aussi, puisque le sujet prenant de l'ampleur, les entreprises parfois commencent par aller auprès d'un cabinet de conseil pour
obtenir un accompagnement sur une stratégie avant ensuite peut-être d'avoir une équipe en interne pour déployer cette stratégie. Et puis vous avez tous les acteurs publics après. Alors, je vais vous en parler avec moins de connaissances parce que c'est vrai qu'on travaille un peu moins pour les acteurs publics. Mais si vous prenez toutes les collectivités territoriales, vous avez au sein de ces collectivités territoriales des personnes qui sont en charge de la transition écologique au niveau du territoire, avec des postes tout aussi passionnants aussi au sein des collectivités territoriales. Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que ce que je vous raconte est clair depuis le début? Ça va? Oui. J'ai une question par rapport à la fonction RSE dans les grandes entreprises. Par rapport à la chronologie que vous avez donnée, ce métier de responsable RSE, etc., existe depuis des dizaines d'années, on va dire. Depuis une quinzaine d'années, oui. Ouais. Et sur ces postes-là, je l'ai vu dans des entreprises où je travaille, c'est une fonction où, j'ai envie de dire, enfin, moi c'est mon impression en étant dans une entreprise, où on collecte des initiatives individuelles, que ce soit sur la partie environnementale que sur la partie sociale, plus que l'on insuffle une réelle stratégie. Et j'ai l'impression... Je suis pas sûre d'être d'accord avec vous. Moi j'étais dans des entreprises où on dit en fin d'année, pour faire le rapport à RSE, aux gens, bah alors, qu'est-ce que vous avez fait cette année pour vos collègues, enfin, est-ce que vous avez fait des dons à des associations, etc. Et puis on note, et puis on liste, et puis voilà. Il n'y a pas un moment où on se dit, tiens, nous ce qu'on veut, c'est redistribuer, je ne sais pas, 1% de nos... Et il y a quand même, je trouve, un shift entre une approche peut-être un peu plus opportuniste au début, qui est maintenant plus stratégique. Et non. Oui, oui. Alors, oui, après, je pense que ça dépend de la maturité de l'entreprise sur le sujet. Mais le rôle d'un responsable RSE, pour que ça marche, pour qu'on arrive à embarquer les collaborateurs, les responsables RSE font rarement juste du top-down. Parce que si vous imposez des choses, on est dans la conduite du changement. Donc, si vous imposez des choses, c'est parfois compliqué. Donc, le responsable RSE, il part de sa base pour faire remonter les initiatives. Mais d'un autre côté, je peux vous dire qu'il a une feuille de route particulièrement claire, très souvent drivée par la réglementation, où il ou elle sait ce qu'il va falloir changer ou amener à être changé dans l'immédiat ou dans les mois et les années à venir. Et après, c'est toute la subtilité de, voyez, de remettre. Je suis d'accord avec vous, mais ça c'est nouveau. C'est-à-dire que pour moi, comme on le faisait il y a 15 ans, c'était plus ça. C'était on va regarder ce qui se fait et puis on va faire le rapport RSE et puis. Mais les choses ont évolué. Voilà, mais justement, ma question c'était ça, c'était comment on part de, parce que ces personnes, plus souvent elles sont encore en poste, hein, comment on part de cette approche-là, de cette façon d'envisager le RSE, versus aujourd'hui toutes ces formations qui sont proposées, etc. Est-ce que ça passe aussi beaucoup par un changement de personnes, une prise de conscience des entreprises? Parce que tel qu'on disait, moi j'étais face à des gens qui avaient fait autre chose avant, qui n'étaient pas forcément formés, et qui voilà, faisaient un rapport. Alors, oui, vous avez raison sur le fait que lorsque la fonction de responsable RSE est apparue il y a une quinzaine d'années, il n'y avait pas de formation. Donc, c'était des pionniers très engagés, généralement, qui venaient se positionner sur ce type de fonction, qui ont appris sur le tas et qui parfois sont allés d'ailleurs refaire des formations après. Aujourd'hui, il y a plusieurs forces, si vous voulez, qui viennent faire que tout ça, ça s'est vraiment professionnalisé. Et nous, depuis 12 ans, on voit cette professionnalisation. On a vraiment aussi contribué à faire en sorte que ces métiers soient reconnus et qu'on tende vers cette professionnalisation. Donc, la réglementation, ça c'est sûr, joue maintenant aussi beaucoup à faire évoluer, à faire avancer les organisations au sens large, et puis la volonté des collaborateurs qui sont en demande de voir l'entreprise se transformer, et les consommateurs, et pour celles qui font partie de la chaîne de valeur, leurs donneurs d'ordre. Les grandes entreprises poussent aussi pour que elles se
posent des questions, elles se certifient, elles commencent à calculer leurs propres empreintes. Et tout ça fait qu'on est dans un mouvement, je pense, fort de professionnalisation. Mais on a, enfin, les choses ont beaucoup évolué au cours de ces 15 dernières années quand même. Et du coup, par rapport à ce que j'ai l'impression que ça passe aussi beaucoup par un changement de personne. Enfin, parce que comment Ça dépend, enfin, vous voyez, alors après, un changement de personne ou éventuellement une équipe qui s'agrandit avec des compétences, voilà, plus. Alors, généralement, je montre ces slides. Alors, c'est pas parce que je sais pas faire une présentation, mais je le fais exprès. Ce sont des titres de poste. Vous voyez? Hop, hop, hop. Voilà. Juste pour vous dire qu'on est encore sur des métiers qui sont pas totalement normés. Quand vous cherchez un poste en finance, vous cherchez un poste de contrôleur de gestion, on sait ce que fait un contrôleur de gestion. Sur ces métiers, nous, ce qu'on a remarqué, alors même si ça a tendance à devenir un petit peu plus standard et à se regrouper, on a remarqué que les titres de poste pouvaient être différents en fonction de l'entreprise elle-même, de son secteur, de son niveau de maturité, de la taille de l'entreprise. Donc, je passe toujours ces slides à dessein pour vous dire, ne vous arrêtez pas à un titre de poste. Regardez ce qu'il y a dedans, regardez la fiche de poste, parce que voilà, un chargé de projet RSE et communication ou RSE et mécénat, une entreprise A pourra mettre un certain nombre, un périmètre en particulier, des missions en particulier que vous ne retrouverez pas ailleurs. Donc, c'est juste pour vraiment vous inciter à regarder ce qu'il y a à l'intérieur d'une fiche de poste. C'est plutôt ça l'idée. On va passer sur, alors, ouais, on va passer sur ces sujets-là parce que je ne sais pas quelle heure il est. 13, ah oui, donc on a presque terminé. Donc, comme on a presque terminé, alors les rémunérations, je sais qu'on pourrait en parler pendant longtemps. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Que ce sont encore des métiers extrêmement féminins. 70% des responsables RSE ou des professionnels sur ces sujets sont des femmes. Nous, c'est ce qu'on constate. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les qualités, les savoir-être en tous les cas que l'on a remarqué, qu'on a identifié au cours de ces 12 dernières années et qui se retrouvent comme étant des traits communs à ces milliers de professionnels avec lesquels on peut parler. Ce sont des gens qui sont extrêmement curieux. Donc, si c'est ce qui vous intéresse, si ces sujets vous intéressent, gardez une immense curiosité. Parce que, encore une fois, c'est pas totalement normé. Il y a beaucoup de choses qui continuent d'évoluer. Il y a des initiatives qui sont prises, des tests qui sont faits, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc, gardez une véritable curiosité. Gardez aussi votre envie d'apprendre, parce qu'il faudra en permanence aussi aller se former sur l'évolution, encore une fois, des réglementations, des pratiques. Ayez une grande humilité. Un responsable RSE, il change pas le monde du jour au lendemain. C'est toujours une politique des petits pas. Et le ou la responsable RSE est toujours conscient du fait qu'il ou elle est sur quelque chose qui est plus grand qu'elle-même ou que lui-même et que ça fonctionne. Donc il y a vraiment une notion d'humilité, une grande capacité à embarquer. Parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes certainement convaincu qu'il y a des choses à faire et des choses à changer. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne voient pas les choses de la même manière. Et donc, il faut aller embarquer les collaborateurs, les différentes parties prenantes. Il faut beaucoup de pédagogie parce que ce sont des sujets complexes. On a mentionné le carbone, on a mentionné la biodiversité, par exemple. C'est un sujet extrêmement complexe, la biodiversité. Et il faut savoir vulgariser, rendre simple des sujets particulièrement complexes. Donc, un véritable effort de pédagogie. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Il faut beaucoup de ténacité.
hein, parce qu'encore une fois, les portes peuvent parfois se fermer, hein. On est quand même sur des sujets où on va demander à des gens qui faisaient des choses d'une certaine manière depuis longtemps, d'arrêter de les faire de cette manière-là et de les faire différemment. Donc, on est vraiment dans de la conduite du changement et donc il faut beaucoup de ténacité. Et l'autre chose qui est très important et que je dis et redis, 99% des postes que nous pouvons faire, on a un prérequis d'anglais professionnel courant. Il y a très très peu d'entreprises qui sont dans leur petit écosystème franco-français. À un moment donné, elles vont avoir des interactions avec des donneurs d'ordre, avec des fournisseurs qui ne seront pas basés en France. Si elles ont en plus des filiales à l'étranger et qu'il faut aller chercher les infos, enfin en tous les cas, j'insiste vraiment là-dessus. L'anglais et la maîtrise de l'anglais en termes de vocabulaire aussi il faut vraiment maîtriser le vocabulaire lié à la sustainability, mais il faut aussi avoir cette capacité à embarquer, à pouvoir former éventuellement d'autres collaborateurs dont la langue n'est pas le français. Donc j'insiste beaucoup aussi sur l'anglais qui est très important. Alors quelqu'un m'a posé la question sur les métiers à venir. Donc tous les ans, on fait un communiqué de presse en début d'année sur les 5 métiers qu'on voit être ceux de l'année en cours. Et alors, nous, ce qu'on a remarqué depuis déjà 2 ans, c'est tout ce qui va être la data au service du développement durable. Donc là aussi, il y a un vrai sujet. C'est-à-dire qu'on ne parle que de mesure de l'impact. Si vous regardez les conférences, les white papers qui sortent autour de ces sujets-là, il y en a beaucoup autour de la data. Parce qu'effectivement, on va devoir collecter beaucoup d'informations pour tout ce reporting dont je vous ai parlé extra-financier, mais pas que. Vous savez qu'il y a une loi maintenant qui va aussi obliger les entreprises à devoir avoir un affichage environnemental de leurs produits. Pour arriver à un affichage environnemental d'un produit, il faut aller chercher des informations sur qu'est-ce qu'il y a dans le produit, quels sont les matériaux, comment ils ont été conçus, éco-conçus, quel est leur taux de recyclabilité, par exemple, quelle est leur durée de vie. Et tout ça, c'est de la data qu'il faut aller chercher parfois auprès de multiples fournisseurs. Donc, il y a un vrai sujet de la data au service du développement durable. Et actuellement, maintenant, moi, je suis à la recherche de data scientists, en fait, pour aider les entreprises pour lesquelles on travaille. Donc, le sujet de la data, ça, c'est important. Moi, je pense, et j'en suis particulièrement contente, je pense que l'on va aussi voir la fonction juridique enfin prendre sa place sur ces sujets-là. Parce que, encore une fois, toutes ces réglementations, vous avez dû entendre parler de la loi AGEC, par exemple. Donc, toutes ces réglementations font que, au niveau du business, on a besoin maintenant d'avoir des compétences juridiques qui aident à décrypter et à anticiper les obligations auxquelles vont être soumises les entreprises. Donc, le métier de juriste, juriste RSE, va aussi, je pense, avoir toute sa place sur ces sujets-là. Les métiers qui vont se transformer aussi, ce sont les métiers de la finance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une entreprise, quand vous avez des contrôleurs de gestion, des DAF, nous, on est persuadés que demain, on aura des contrôleurs de gestion extra-fi. On aura des DAF qui vont avoir intégré toute la partie extra-financière dans leur métier. Donc ça, c'est important. Il y a le sujet du numérique responsable qui va continuer de monter et pas uniquement ce qu'on appelle le Green IT, qui est donc comment je mesure l'impact de mon numérique en termes d'émissions carbone, par exemple, mais aussi IT for Green. Donc, comment on va mettre à disposition des solutions qui vont permettre surtout de collecter de la data, de mesurer de l'impact et de pouvoir ensuite en faire quelque chose d'intelligent pour que ça reparte au niveau du business. Se collecter de la data pour collecter de la data, honnêtement, bon, ça s'arrête là. Mais je discutais avec avec quelqu'un on va dire d'une grande enseigne, de fourniture de matériaux pour la maison.
et qui m'expliquait, qui me disait, vous savez, nous, on a besoin de collecter cette data, mais on veut pas la collecter juste pour la collecter. On veut la collecter pour que ensuite, une fois qu'on va l'avoir traitée, on ressorte des éléments d'information qui vont être utiles à toutes les parties du business. Et me donner l'exemple de dire, en magasin, on veut que les vendeurs aient sur leur tablette toutes les infos concernant les produits. Comme ça, quand un client demande mais quelle est l'empreinte carbone de ce chauffage par rapport à ce chauffage-là, qu'ils puissent avoir ça directement sur leur tablette. Donc, c'est vraiment collecter de la data pour que ça revienne ensuite au niveau du business et que ça aide à la prise de décision. Et après, que vous dire d'autre? Qu'il y aura toujours, moi je pense qu'il va y avoir aussi beaucoup de sujets autour des matériaux. Il y a quand même beaucoup de choses à inventer encore là-dessus. Il y a encore beaucoup de sujets à explorer sur tout ce qui est bâtiment. Hein, on a quand même des problématiques, alors pas uniquement pour le bâtiment neuf, parce que il y a un certain nombre de standards, il y a quand même des choses qui sont faites et puis c'est plus facile quand on commence de rien, mais il y a quand même tout un sujet de rénovation énergétique quand même. Il y a quand même beaucoup de choses à inventer là-dessus. Il y a encore beaucoup de choses à inventer sur des business models différents. Donc, je pense que ça pourrait intéresser des marketeurs à un moment donné, qui vont devoir repenser des business models alternatifs. Si vous prenez l'exemple de Decathlon, qui a annoncé en Belgique le test de la location, hein. Donc, c'est une vraie transformation du business model. C'est-à-dire, comment je fais?